On peut dire que la connaissance, elle est inhérente au monde, en fait, enfin à l'univers, dans le sens où elle est universelle, mais dans la mesure où qu'elle soit unique ou multiple, elle se présente de la même façon à tous les êtres humains, qui ont, eux, chacun, des prismes de compréhension qui diffèrent d'une personne à l'autre. Notre existence, elle entretient un rapport étroit justement avec la connaissance, enfin avec les connaissances du coup, parce que selon nos chemins de vie, on va assimiler des connaissances qui découlent de nos orientations et qui ne sont en fait que des fragments de la grande connaissance universelle, quoi, du coup. Déjà, on peut commencer par remarquer qu'il y a une échelle des savoirs qui s'établit naturellement, dans le sens où pour assimiler certains de ces savoirs, faut comme avoir été initié à des notions qui les sous-tendent, justement, ou à des savoirs qui en sont hiérarchiquement supérieurs, du coup. C'est pourquoi il est important d'élargir son champ de connaissances, du coup, afin d'explorer tout ce qui s'offre à nous, pour pouvoir établir des liens, enfin, ou plutôt des analogies véritables, parce qu'il ne faut pas non plus toujours aller dans la surinterprétation, au contraire, il faut se baser vraiment sur l'essentiel, quoi. Et donc d'élargir son champ de connaissances pour réussir à justement comprendre ces choses avec enfin, avec le maximum de prismes possible, en fait. Dans un sens, enfin, je sais pas si c'est vraiment une bonne image, mais par exemple dans la musique métal, bah quand on va commencer à écouter du métal, on va commencer à écouter des groupes plutôt connus, et puis plus on va en écouter, plus on va se rapprocher de sous-genres comme par exemple le death metal ou le néo metal, ou même si bon, c'est pas trop apprécié non plus, le black metal, le power metal et ainsi de suite, on peut en sortir des tonnes de sous-genres quoi. Le gent, du coup par exemple, fut beaucoup apprécié il y a quoi, 2 3 ans, là, 4 ans même, que ça a été à la mode à un moment, ça. Et par exemple, je prends l'électro aussi, pareil, l'électro, tu vas commencer, tu vas écouter des trucs plutôt basiques, genre de la techno ou quoi, puis après tu vas, enfin, même si la techno, en fait, c'est ultra large. Mais par exemple, moi, j'ai commencé à écouter du dubstep et du drum and bass, puis je me suis mis à écouter du hardcore, de la psytrance, de la tribe, de la techno, et puis finalement, au bout d'un moment, quand j'ai arrêté d'écouter du métal, je me suis mis à écouter de l'électro. Quand j'ai arrêté d'écouter de l'électro, je me suis mis à un autre genre, en fait. Enfin, j'avais l'impression qu'une fois exploré tous les sous-genres, même si vraiment c'est impossible de tout explorer en même temps, quoi. Mais une fois exploré tous les sous-genres, bah finalement, on, on a envie de passer à autre chose, quoi, en fait. Et là, actuellement, bon, je suis dans une période plutôt ambiante, classique, toujours un peu de techno. Et en fait, bon, finalement, on se retrouve toujours à écouter des bribes de ce qu'on écoutait avant, mais avec une volonté d'aller plus loin dans l'écoute, en fait. C'est là que c'est intéressant. Et c'est pour ça que, justement, je voulais rebondir sur les jeux vidéo, en fait. Bon, ok, je sais, il n'y a aucun rapport, mais en gros, il y a beaucoup de gens qui se butent sur les jeux vidéo parce que pour eux, ça sous-entend quelque chose de futile ou d'infantile, en fait, carrément. Même encore aujourd'hui, quoi. Et en fait, il y a certains jeux qui sont vraiment, enfin, des jeux vidéo, même si l'appellation n'est pas bonne dans ce cas-là, mais qui ont vraiment une dimension d'expérience initiatique interactive, quoi. Je pense à des jeux comme par exemple, ouais, c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué, Far Night, du coup. C'est un des premiers jeux de David Cage, je crois. Bon, épargnons le jugement qu'on peut faire sur le personnage, mais c'est un jeu qui m'a vraiment marqué parce que il aborde des thèmes qui, à mon avis, comment dire, sont universels en fait, du coup. Je ferai peut-être une vidéo consacrée là-dessus. De toute façon, j'ai plein de projets en cours. Il faudrait juste que je vois comment mettre tout ça en place. J'en parlerai petit à petit. Il est aussi nécessaire, je pense, de préciser que c'est justement parce que le jeu vidéo requiert une initiation, que l'on appelle souvent tutoriel, qu'il est, euh, qu'il est médium à apport de connaissances. Non pas forcément en termes du jeu même, parce que finalement les connaissances qui vont être apportées dans le tutoriel vont avoir rapport avec le jeu même, mais par l'expérience vidéoludique, ça va répondre à des dimensions qui les dépassent, quoi, qui dépassent même la notion de jeu vidéo, puisque ça devient même la notion de jeu,
euh, voire même, non pas d'une façon ludique, quoi. Enfin, comment dire, le jeu non pas d'une façon ludique, mais d'une façon, on va dire, intellectuelle. Je prends l'exemple d'un jeu de stratégie où je pense qu'un type qui aura lu L'Art de la guerre de Sun Tzu arrivera beaucoup mieux que quelqu'un qui ne l'a pas. Généralement, arrivera peut-être plus facilement à jouer au jeu que quelqu'un qui ne l'a pas lu, ou à comprendre en tout cas des mécanismes qui dépassent même la notion de mécanique vidéoludique, du coup, qui rentrent dans les mécaniques de stratégie ou de tactique ou de tout ce genre de choses. Mais j'en reparlerai. C'est donc à nous, pour rebondir sur quelque chose de plus général, de savoir comment dire, de savoir arpenter les chemins de la connaissance de la façon la plus, comment dire, à la fois la plus humble et la plus intéressée. Non pas dans l'intérêt personnel, enfin, quoique, on a intérêt justement, en fait, tout simplement à acquérir des connaissances. C'est par cela que j'entends le mot intérêt. On a intérêt à acquérir des connaissances, mais surtout, il est de notre devoir de ne pas les altérer en les transmettant. Et c'est là le problème de l'interprétation, en fait. Surtout surtout celui de l'objectivité. Car on ne, quelqu'un qui se prétend objectif cache en fait une subjectivité, sa propre subjectivité, refoulée le plus souvent. Et c'est par exemple ce que l'on peut très souvent observer lors d'un débat politique ou interreligieux. C'est-à-dire que les types, ils vont interpréter la connaissance de la façon la plus subjective pour arriver à leur fin. Et donc là, par intérêt, mais non pas par intérêt pour la connaissance, parce que c'est intéressant, mais par intérêt personnel, du coup, pour appliquer leur subjectivité au reste du monde, en appelant ça objectivité. Non, pas objectivisme, qui est totalement autre chose, hein. Euh, donc, par contre, ce qui enrichit la connaissance, qui ne l'altère pas, du coup, c'est l'interprétation qui se veut intersubjective, car elle met en lien finalement la propre subjectivité de l'interprète avec toutes les autres interprétations possibles, en acceptant ces interprétations, en les comprenant et en les explorant pareillement. Je ferai sûrement une vidéo aussi sur l'intersubjectivité, enfin du moins une introduction. Je vais finir sur une dernière chose, du coup, parce que je peux pas finir sur une première chose, à moins que la dernière chose soit une nouvelle première chose, ce qui est souvent le cas. Je dirais que le médium d'intersubjectivité le plus pur est représenté par le symbole.